Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les studios du groupe Le Matin qui nous accueille aujourd'hui pour une nouvelle émission dans le cadre du salon Solutions Covid Expo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement intéressant. Nous allons parler de santé et de sécurité au travail dans le monde post-Covid. Et nous avons pour cela avec nous 4 experts de haut niveau qui vont nous permettre d'échanger, de discuter, de comprendre un petit peu quels sont les leviers importants, quels sont les points auxquels les dirigeants d'entreprise devront faire attention dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, je vais commencer les présentations avec mon premier invité, Sikam El Fehmi. Bienvenue. Sikam El Fehmi, vous êtes directeur général de Progress Consulting. Vous êtes également directeur de l'ASIAN, donc l'association des zones industrielles à Ain Sebaa El Mohammadi. Vous êtes un expert reconnu en ressources humaines et en RSE. Bienvenue, Sikam El. Merci beaucoup, c'est Hicham, et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Monsieur Wadi Atibari, bonjour. Donc, vous êtes directeur des opérations de Polyclean. Vous êtes un spécialiste du nettoyage et aussi de la désinfection. Merci d'être avec nous dans cette émission. Alors, je vais commencer par Sikam El Fehmi. Alors, on parle de santé, de sécurité au travail, on parle de RSE, et cette crise que nous vivons aujourd'hui a accéléré un petit peu ces discussions et a mis le projecteur sur la responsabilité du dirigeant. Alors, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous dire où commence la responsabilité du dirigeant dans le contexte que nous vivons? Merci, Hicham. Donc, avant d'aborder la responsabilité du dirigeant, je souhaiterais tout d'abord commencer par placer le contexte, le sujet dans son contexte. C'est un sujet important, comme vous l'avez évoqué. En fait, c'est une crise sanitaire. On le sait tous, une crise sanitaire qui malheureusement conduit à une crise économique. Et par conséquent, la préservation de la santé et la sécurité des salariés est primordiale pour pouvoir contenir et dépasser cette crise. En fait, la Covid-19 est un virus qui se transmet par l'homme, d'accord? Donc, l'homme est à la fois un vecteur de transmission du Covid, mais aussi également la solution de Covid. Et donc, dès l'apparition de cette crise, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, a mis en place un certain nombre de dispositions pour pouvoir gérer au mieux cette crise, et par conséquent, elle a été saluée. Donc, toutes les dispositions qu'il a mises en place, elles ont été saluées par les instances internationales et qui a permis, heureusement, d'atténuer l'impact de cette crise sur la population. Au niveau de l'entreprise, les autorités, elles ont mis en place, exigent un certain nombre de dispositions à mettre en place pour contenir et atténuer l'effet de cette crise au niveau des entreprises, notamment les gestes barrières, notamment la formation et la sensibilisation des salariés sur les dispositions de prévention à prendre, notamment la prise de température. Donc un certain nombre de mécanismes qui ont été proposés, qui sont émis par les autorités gouvernementales, y compris un certain nombre d'associations et d'organisations professionnelles telles que la CGM, telles que la GEF, pour aider le dirigeant d'entreprise à mettre en place ces dispositions. Malheureusement, le constat, c'est qu'on a vu des foyers de contamination qui ont émergé récemment dans des unités industrielles et commerciales, et qui a poussé l'autorité carrément à la fermeture de ces unités pour essayer de contenir la propagation du virus. Et donc, qui dit fermeture d'unité dit un impact sur l'activité, et par conséquent, tous les engagements qui sont pris par l'entreprise ne vont pas être assurés, notamment vis-à-vis de son marché, de son écosystème. De son écosystème, tout à fait. Et donc, un dirigeant qui prend en considération le risque de Covid-19 doit impérativement, et je dis ça, c'est important, on doit impérativement mettre en place l'ensemble des dispositions barrières pour protéger ses salariés, d'accord, mais aussi protéger l'ensemble de son écosystème. Et cette responsabilité ne va pas que par rapport à ses salariés, mais aussi par rapport à son écosystème. Toute entreprise est là. Il y a des agents d'entretien, les agents de sécurité, des transporteurs, un certain nombre d'écosystèmes avec lesquels ils travaillent. Les fournisseurs, les collaborateurs, en fait, tout le monde. Tout le monde, bien sûr, tout l'écosystème. Effectivement, parce que, comme j'ai dit,
l'humain aujourd'hui est un vecteur de transmission du virus. Et donc, mais aussi, il est aussi la solution. Et la solution réside dans le fait que la personne doit mettre en place ces dispositions, donc les masques, laver les mains, donc tous les gestes barrières qui ont été émises par les autorités doivent être respectés pour pouvoir maîtriser la contagion et la contamination au sein de l'entreprise. C'est que finalement, il en va aussi de la survie de l'entreprise. Il y a la responsabilité vis-à-vis de l'écosystème, vis-à-vis des collaborateurs, de leur santé mentale et physique, mais il en va aussi de l'existence même d'une entreprise. C'est-à-dire quand on voit des entreprises fermées, c'est une entreprise qui s'arrête, c'est un écosystème qui s'arrête d'une manière globale. C'est clair, aujourd'hui, vous avez un client qui vous passe une commande. Si demain, au sein de votre entreprise, quelqu'un est contaminé, bien évidemment, il y a l'apparition potentielle d'un cluster de contamination au sein de l'entreprise va être fermée. Donc l'autorité va prendre la décision malheureuse de fermer l'entreprise pour pouvoir maîtriser la contamination d'autres personnes. Et par conséquent, l'entreprise ne va pas honorer ses commandes. Et donc, le client va nécessairement voir ailleurs. Et donc, c'est un client qui sera perdu. Donc, par conséquent, pour pouvoir assurer la continuité de l'activité, la pérennité du business, il faut inéluctablement assurer la préservation de la santé. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est une crise sanitaire qui impacte, qui conduit inéluctablement à une crise économique si on ne respecte pas les dispositions de prévention. Alors, si vous êtes un fin connaisseur de la RSE au Maroc, est-ce que les entreprises marocaines étaient préparées à cela? Pas forcément à une épidémie ou à une pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui, mais est-ce que les entreprises avaient cette conscience déjà de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs collaborateurs, vis-à-vis de leur écosystème? Est-ce que c'est uniquement le cas pour les quelques dizaines d'entreprises qui sont aujourd'hui certifiées, ou est-ce que c'est une question qui ne parle pas du tout aux patrons de PME, sachant que 95% de notre tissu économique est constitué de PME. Alors comment les dirigeants ont vécu ce choc? En fait, personne n'a été préparé à cette crise au niveau mondial. Et d'ailleurs, la réaction d'un certain nombre de pays, c'est de se renfermer vers eux-mêmes et de fermer les frontières. Et il y en a qui sont allés vers le confinement de la population tel que le Maroc. Et je pense que c'est une décision très sage qui a permis de contenir la propagation du virus. Mais ceci dit, les entreprises qui sont dans une démarche structurée telle qu'une démarche RSE ou démarche santé sécurité du travail, c'est des entreprises qui ont déjà une évaluation de risque. Ils ont un process qui va leur permettre d'évaluer le risque et de mettre en place des dispositions de prévention. Donc la mécanique, je dirais, de traitement des risques, elle est là. Contrairement à des entreprises qui n'ont rien et qui se cherchent pour pouvoir trouver des solutions. Qui découvraient. C'est un peu comme le cas de la digitalisation. Les entreprises qui s'étaient préparées avant ont pu reprendre assez rapidement. Et celles qui ne l'étaient pas se cherchent encore aujourd'hui et essaient de trouver encore les solutions pour continuer leur activité. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez bien fait d'évoquer la digitalisation. Aujourd'hui, les entreprises qui ont pris le train depuis des années sur la digitalisation de leur processus, ils ont assuré la continuité de leur activité de façon très fluide, même en allant vers le télétravail qui a permis d'assurer, je dirais, l'activité tout le long de la période de confinement. Celles qui n'ont pas anticiper la digitalisation, ils ont trouvé des difficultés pour assurer la continuité du service. Et c'est exactement pareil pour les systèmes de santé et sécurité du travail. Les entreprises qui ont un système structuré et qui ont un médecin de travail, qui ont un responsable HSE, hygiène, sécurité et environnement, c'est des entreprises qui ont des procès, des procédures qui ont pu les mettre en place à travers des comités, à travers des contrôles, à travers la mise en place d'un certain nombre de dispositions de protection des salariés, notamment les masques, notamment les gants, les gels hydroalcooliques, ainsi de suite, pour pouvoir assurer l'activité. Il y en a même qui ont allé plus loin. Aujourd'hui, des entreprises qui vérifient chez parce que celles qui ont le transport, qui cherchent leurs salariés chez eux, ils vérifient la température à l'entrée de bus. Et à l'entrée du bus pour éviter que cette personne, s'il a une augmentation de température, qu'il reste chez lui et ne pas ramener
un risque potentiel de propagation du Covid à l'entreprise. Finalement, il y a les procédures, mais il y a aussi la culture d'une manière globale à mettre en place. Si quand même, je vais revenir vers vous dans un instant. Siwadi Atibari, rebonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur des opérations de Polyclean. Est-ce que vous pourriez rapidement déjà présenter votre entreprise, très rapidement, avant de vous poser ma première question concernant la culture, même au niveau des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette culture de l'hygiène, du nettoyage, de la désinfection? Est-ce que c'est quelque chose dont on prend conscience aujourd'hui? D'accord. Donc déjà, pour vous mettre dans le contexte de Polyclean, donc déjà, c'est une entreprise qui œuvre dans l'excellence environnementale, dans plusieurs activités. Entre autres, c'est la gestion écologique des déchets, de la collecte, du traitement, dans plusieurs industries pharmaceutiques, agroalimentaires, pétroliers, et aussi dans la gestion des assainissements, les canalisations, et aussi d'autres activités comme le nettoyage industriel. Donc on est en contact direct avec toutes les problématiques de nos clients. Donc ce que je voulais dire, c'est que Polyclinique avait, dans le contexte du Covid, de la propagation, avait une double casquette. Elle avait un rôle d'industriel qu'il fallait qu'il préserve ses actifs, son chiffre d'affaires, mais aussi de rester à côté de ses clients. D'accord ? Il y a des secteurs qui n'ont pas vu de baisse, mais ils sont restés en activité pharmaceutique, agroalimentaire. Il y avait aussi le souci d'accompagner ces industriels et transmettre notre savoir de désinfection, d'accord, et pour qu'ils puissent continuer leur activité. Alors, une question avant de continuer, si vous permettez. Vous êtes des spécialistes aussi donc de tout ce qui est recyclage, gestion des déchets. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des changements entre la gestion des déchets avant la crise que nous vivons et après? Parce que avant, beaucoup d'entreprises se permettaient de jeter leurs déchets d'une manière assez sauvage, entre guillemets, et tout le monde n'avait pas forcément conscience un peu du risque qu'il y avait, mis à part peut-être quelques établissements particuliers ou des spécialistes, par exemple des établissements dans le domaine médical, qui avaient aussi certaines spécificités. Mais aujourd'hui, les risques sont quand même beaucoup plus importants. Est-ce qu'il y a eu une évolution un peu dans les pratiques? Est-ce que vous ressentez qu'il y a une évolution dans les pratiques, une prise de conscience, ou est-ce que ça n'a pas changé tellement le comportement des industriels et des dirigeants d'une manière globale? Je vous dis sûrement, mais progressivement. Le changement, on l'a senti, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Je vous parle, par exemple, on a des clients, par exemple, et des fournisseurs chez qui on va faire la collecte, on va faire le traitement de leurs déchets. Donc nous, à notre côté, on a une exigence envers eux, d'accord, par exemple, très sélectif, par exemple, les bavettes, les gants. Avant, ils se permettaient de mélanger ces déchets-là. Maintenant, c'est des niveaux d'exigence qu'on a augmentés pour leur signifier qu'il faut trier parce qu'il y a un traitement spécial pour ces déchets, parce que ce sont des sources de contamination, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et aussi, eux envers nous, parce qu'on est présent sur leur site, eux aussi, la majorité des clients qui sont sensibilisés à ce fléau, ce virus, ils ont certaines exigences sur la présence de nos employés chez eux. D'accord ? Surtout ceux qui sont en permanence, prise de température. Ils sont plus exigeants sur le port des EPI, les masques, les gants. Donc ça, on l'a ressenti. Et c'est pas ressenti, mais on avait souvent des contacts directs et très rapprochés avec nos clients. Et aussi, on a des exutoires, comme on traite des déchets, et on formule des déchets qui sont comme combustibles, genre combustible pour certains clients, aciérie ou à cimenterie. Donc leur niveau d'exigence aussi a augmenté. Donc nous aussi, on est audité, suivi par ces clients ils ont un niveau d'exigence envers le produit qu'on leur transmet qui ne soit pas contaminé. Donc nous, dans tout le processus de collecte, de traitement, de transport, donc on veille pour que tout le cheminement soit vraiment contrôlé et vraiment
Est-ce qu'il y a des spécificités sectorielles ou pas? Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont c'est-à-dire des choses assez particulières? On parle du domaine médical forcément parce que c'est ce qui vient à l'esprit, parce que c'est là où on voyait le risque le plus souvent, mais on va peut-être penser aujourd'hui à l'hôtellerie, on va penser à la restauration. On a des métiers par exemple comme l'événementiel qui est toujours en stand-by aujourd'hui. Les événements n'ont pas encore démarré et donc on a tous les lieux qui accueillent du public d'une manière assez massive. Est-ce que pour ces secteurs-là, ces métiers-là, est-ce qu'il y a des traitements particuliers ou une approche particulière à avoir? Je vous dis, chaque secteur où les entreprises œuvrent, c'est un milieu particulier. L'hôtellerie, c'est pas le pharmaceutique, c'est pas l'événementiel, c'est pas. Chacun a une particularité, exigence sanitaire, présence de public, c'est les foules à gérer. Donc c'est chaque secteur, mais le global reste la même chose. Il faut désinfecter, il faut que ce soit le sol, l'air, les milieux confinés plutôt, et aussi avoir à veiller à ce que les gestes barrières soient mis en place. Même si on fait la désinfection, si on ne veille pas, chacun de nous doit veiller à ce qu'il respecte les gestes barrières. Il y a un engagement individuel et collectif qui doit se faire. Merci infiniment. Si Kamel Fehmi, est-ce que de votre côté, vous pensez qu'il y a des spécificités sectorielles qu'il faudrait qu'on prenne en considération, indépendamment de la crise actuelle, indépendamment de la pandémie? C'est-à-dire, est-ce que dans votre pratique, déjà durant les années précédentes, est-ce que vous pensez qu'il y avait des secteurs qui avaient des spécificités qu'il fallait prendre en considération ou pas forcément? Enfin, je sais pas, on peut penser à l'enseignement, on peut penser à la restauration encore une fois, ou à l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Ou est-ce que c'est la même approche pour tout le monde? Non, l'approche globale, elle est, je dirais, presque la même, mais il faut l'adapter, cette approche, au niveau de contexte de chaque secteur. Le secteur minier n'est pas le même que le secteur agroalimentaire, n'est pas la même chose que le secteur pharmaceutique, et le secteur de l'hôtellerie, etc. Et donc, par rapport à ça, l'approche, globalement, commence d'abord par la sensibilisation. Déjà, on connaît quel est le problème. Il y a une crise. Il y a une crise sanitaire et comment le dirigeant de prise va essayer de gérer cette crise, ce risque. Donc, ça commence déjà par expliquer, sensibiliser, former, informer les salariés. Ça, c'est sa responsabilité. Déjà, dans un premier temps, de former, d'apporter les outils et les moyens de prévention nécessaires pour pouvoir éviter la propagation, de faire les tests. Aujourd'hui, les tests sont là, donc de faire les tests pour essayer de détecter ceux qui sont positifs, mais qui sont asymptotiques. C'est des porteurs sains et qui risquent de propager le virus. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait un suivi des contrôles de respect de ces dispositions. Parce que le dirigeant, il peut bien évidemment sa responsabilité et son engagement de mettre ces outils aux salariés. Mais de leur côté, les salariés, ils doivent les respecter. Parce que ça ne sert à rien du tout que l'entreprise, et l'engage, c'est un coût, et qui va réduire la marge de l'entreprise, c'est un coût supplémentaire qui est supporté par l'entreprise, et à côté, le salarié n'est pas du tout sensibilisé, ou n'est pas du tout engagé pour respecter ces dispositions. Et malheureusement, c'est ce que nous avons constaté récemment suite au déconfinement. Une montée assez exponentielle des cas détectés, des clusters qu'on les voit un peu partout, dans différentes unités industrielles et commerciales, dans différentes régions de Maroc. Et ça veut dire qu'il y a un relâchement. Alors, il y a un relâchement, donc finalement la responsabilité, elle est partagée. Elle est responsabilité autant du dirigeant que du collaborateur. Tout à fait. Alors, pour revenir en fait à la démarche RSE des entreprises, on parlait des écosystèmes et on va trouver dans l'écosystème aussi de l'entreprise, vous êtes directeur de l'ASIAN, la zone industrielle donc d'Ainsbel, Hay Mohammadi, on va trouver dans le périmètre un peu de l'entreprise, on va trouver une population, on va trouver des lieux communs peut-être qui peuvent être utilisés, qui ne sont pas forcément dans l'écosystème direct, quoique proche de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des actions que peuvent mener aussi les entreprises qui vont être peut-être un peu plus responsables que d'autres et qui ne sont pas forcément dans l'obligation, mais qui peuvent
montrer un petit peu l'engagement, par exemple, de grands industriels ou de grandes structures vis-à-vis de la population, vis-à-vis de leur voisinage ou des sites recevant du public. On prend l'exemple, on a parlé des mosquées, on a parlé d'écoles publiques des fois et qui n'ont pas forcément tous le même accès donc, à l'information, qui n'ont pas forcément tous accès même aux services qui peut y avoir. On en reparlera donc avec Siwadia. Donc, est-ce que les entreprises ou les grandes entreprises, de manière globale, est-ce qu'on peut leur demander des choses un peu plus poussées qu'aux PME? Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise a montré une solidarité nationale extrêmement intéressante. Et la preuve en est, c'est le fonds Covid. On est parti au départ sur 3 milliards de dirhams, on est arrivé à 33 milliards de dirhams. Toute la population, les grands groupes, les grands et les petits, ils ont mis la main à la poche pour essayer pour contribuer à ce fonds Covid. Le groupe Africa, la Cosuma, Mada, etc. Au-delà de ça, il y a certains groupes qui sont allés au-delà de ce don au niveau pour ce fonds Covid. Je citerai quelques exemples. Il y a un grand groupe qui a distribué des masques aux hôpitaux. Une autre entreprise qui a profité de sa chaîne logistique pour distribuer les masques vers les coins reculés au niveau du royaume. D'autres entreprises qui ont distribué des tablettes pour les enfants dans les milieux, dans les zones urbaines. Donc il y a une certaine, je dirais, solidarité qui a été instaurée, qui a été mise en place par ces entreprises pour pouvoir aider l'écosystème à surmonter cette crise. Et je pense que ça montre également que la responsabilité sociale d'entreprise va au-delà d'un certain nombre d'exigences. C'est dans l'ADN de ces entreprises. Quoi. Absolument, absolument. Donc c'est l'ADN de l'entreprise et finalement du dirigeant. Parce que c'est bien évidemment. Toujours des hommes et des femmes derrière ces structures. Merci beaucoup, Si Kamal. Alors, je reviens vers vous, monsieur Tibari. Alors, vous accompagnez des entreprises de manière globale. Quel est alors, avant de revenir au process, comment on vous sollicite, qu'est-ce que vous leur demandez, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Est-ce que vous avez, vous, en tant que spécialiste, aussi des actions particulières qu'on peut inscrire dans le cadre de la RSE vis-à-vis de votre écosystème? Parce qu'il y a les clients, mais il n'y a pas uniquement que les clients. Est-ce que vous apportez votre soutien à d'autres structures, peut-être publiques, ou à des associations, à des structures de cette manière pour pouvoir profiter de votre expertise? Tout d'abord, nous, pendant la période du confinement, comme je vous ai dit, on n'a presque pas arrêté. Le chiffre d'affaires a été affecté un petit peu par certains secteurs qui étaient au ralenti ou en arrêt. Mais nous, on avait une responsabilité civile et citoyenne de partager notre savoir, notre expertise avec déjà nos partenaires avec qui on travaillait, mais aussi avec les autorités locales. On a été sollicités, on a trouvé ça tout naturellement qu'on s'est inscrit dans plusieurs actions de désinfection sur plusieurs préfectures ici à Casablanca. Et aussi dernièrement, je peux citer la réouverture des mosquées. On a été impliqués hier sur plusieurs mosquées. On a fait la désinfection, on était présents sur place. Et ça a eu un impact, on voyait ça sur la population. Comme un message positif. Oui, c'était un message très positif. Les gens voyaient ça avec un œil rassurant. Ils voyaient que les gens s'occupaient d'un lieu de culte, qu'il y ait des gens professionnels qui sont habillés avec du matériel, avec des EPI. Et il y avait un message très positif. Donc, on a atteint notre objectif d'avoir un impact social et positif pendant cette période de Covid-19. Alors, merci infiniment, Tibari. Alors, une dernière question, si vous permettez. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut accompagner une entreprise dans les règles de l'art pour vous? Est-ce qu'il y a un process
en particulier pour tout le volet désinfection? Est-ce qu'il y a un cahier de charge à respecter? Comment est-ce que ça se passe? Je vais prendre la réponse de chez vous et puis on complétera l'information avec nos autres invités pour la deuxième partie aussi de l'émission. Mais est-ce qu'il y a un process déjà en particulier pour Oui, sûrement. Nous, en tant qu'entreprise spécialiste dans le domaine de l'excellence environnementale, on a développé un protocole d'hygiène. On s'est inspiré de ce qu'a fait la CGM, l'Organisation mondiale de la santé. On a tout mis ça. On a un ensemble d'experts qui nous accompagnent tout au long de nos process de traitement des déchets ou de désinfection, qui nous ont accompagnés. On a noué des partenariats avec des fournisseurs, un fournisseur, je dis, mondial de produits pour nous accompagner dans cette démarche de vraiment avoir une palette de produits qui va répondre à toutes sortes de problématiques ou de supports. Toujours dans le respect des normes. Voilà, exactement. Donc, il y a déjà un protocole qu'il faut suivre, des procédures, des modes opératoires qu'on a mis en place, d'accord, pour arriver à une désinfection qui est, je dirais, optimale dans des conditions les plus acceptables. Merci infiniment, M. Tibali. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de Polyclean. Merci infiniment. Merci. Sikam Femi, est-ce que vous avez peut-être un mot de clôture avant de passer à la deuxième partie de notre émission avec nos deux autres invités? Le mot de clôture, c'est aujourd'hui, il faut éviter qu'il y ait un relâchement. Le virus, il est là, il est toujours là, il est encore plus virulent et par conséquent, si on n'arrive pas à respecter toutes les dispositions qui sont recommandées par les autorités pour assurer la préservation et la santé, l'impact économique va être grave. Encore plus grave. Encore plus grave. Et qui dit impact économique, on va avoir un impact social. Et donc, pour sortir, sortir la tête haute de ce combat contre le coronavirus, il faut qu'on respecte toutes les dispositions, toutes les recommandations des autorités compétentes et assurer la santé et la préservation de nos salariés pour pouvoir assurer une relance et une reprise de l'activité dans les règles de l'art. C'est qu'aujourd'hui, un déconfinement, ça ne veut pas dire que la maladie est partie. Il y a plus de cas actifs qu'il n'y en a jamais eu, je pense. Et donc, il faut en réalité être encore plus prudent qu'avant. Je vais dire un truc. Un scénario de reconfinement, il est toujours là. Hein. Et il y a un reconfinement, et d'ailleurs on l'a vu dans un certain nombre de villes en Europe, et même au Maroc, à Sfi, et puis dans des quartiers à Tanger. Donc le scénario de reconfinement, elle est là. Qui dit reconfinement dit impact économique. Et donc la solution, et je le dis, je le répète, la solution, elle est chez nous, chez l'homme. Et donc, chez l'homme, de respecter les dispositions de prévention, de sensibiliser, d'informer, et même de sévir s'il le faut, pour les récalcitrants, que ce soit un dirigeant, que ce soit un salarié. Sikam, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes directeur général de Progress Consulting et directeur de l'ASIAN, l'association des zones industrielles d'Ismaïl Mohamedi. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques secondes avec la deuxième partie de cette émission et nos deux invités suivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.